créance due à l'ONATRA à un individu de l'ordre de 40 millions. Qu'est-ce qu'il fait comme travail dans notre République? Mais il a une créance sur l'ONATRA de l'ordre de 43 millions de dollars. Qu'est-ce qu'il aurait donné à l'ONATRA? Qu'est-ce qu'il aurait vendu à l'ONATRA pour qu'on en arrive là? Est-ce que ce n'est pas une preuve de faiblesse devant le Rwanda? Les troupes rwandaises et ougandaises se sont battues chez nous, je crois, en 1998. Ils se sont battus à Kisangani. Vous vous rappelez les Génocos qui a été organisé tout récemment au mois de... c'est même mois au début, à Kisangani. Voilà. Est-ce que les États africains, souvent détracteurs du régime français, ne se frottent pas les mains? Peut-être de l'opposition, il n'est pas de son obédience, être les pivots de l'action gouvernementale. Donc, qui peut facilement l'amener à l'échec ou à la difficulté de gestion. De partout où vous nous suivez, soyez le bienvenu dans votre nouveau numéro de votre magazine depuis les États-Unis d'Amérique, où nous serons en connexion entre l'État du Texas à Dallas et la ville de Saint-Louis, dans l'État du Missouri, juste à côté de Chicago. Au sommaire de notre programme de ce jour, en connexion avec la ville de Saint-Louis, nous parlerons de la décision du juge Baker du Texas qui a suspendu le programme d'immigration mis en place par le président Joe Biden. Constant Mutamba, bras de fer avec les magistrats. Constant Mutamba libère les prisonniers, il lance des bras de fer avec les magistrats. La République démocratique du Congo a lancé un processus pour porter plainte contre le Rwanda. Est-ce que cela va aboutir? Les législatives en France, Macron refuse de nommer un Premier ministre. Terminons par ce point, la Fondation Louis-Emmanuel Nyangwile, depuis les États-Unis d'Amérique, a soutenu la rentrée scolaire des enfants des familles démunies en République démocratique du Congo. Sans plus tarder, nous allons saluer notre participant de ce jour depuis la ville de Saint-Louis, dans l'État du Missouri, à côté de Chicago, Maître Freddy Toumba Nyangwile, que nous saluons. Maître Freddy Toumba, nous vous saluons. Je vous salue, M. Sanfo Katende. Maître Freddy Toumba Nyangwile, l'actualité est abondante. Nous allons commencer directement. Comment allez-vous et comment se porte votre famille? Ah, Dieu fait grâce, nous nous portons bien, ma famille, mon épouse, mes enfants. Nous nous portons tous bien par la grâce de Dieu, bien sûr. Vous l'avez suivi, le juge Baker de l'État du Texas a suspendu une loi entrée en vigueur, la loi Parole in Peace du président Joe Biden, pour permettre aux époux dont l'un est en situation régulière et l'autre ne tend pas de pouvoir résider régulièrement aux États-Unis. Qu'est-ce que vous pouvez nous expliquer par rapport au fonctionnement de la justice aux États-Unis d'Amérique où un juge peut interférer à une décision prise par le magistrat suprême? Est-ce que, par exemple, en Afrique, une telle démarche peut se faire? Merci pour la question. Il y a une certaine complexité dans le fonctionnement de l'appareil judiciaire selon les États. Donc, en fait, le problème n'est pas est à situer à plusieurs niveaux. Il y a souvent la problématique de la forme de l'État et qui va de pair avec le pouvoir judiciaire aussi. Vous savez, en ce qui concerne la forme, généralement, nous avons deux formes d'État. Il y a les États unitaires, et d'autre part, il y a aussi les États fédéraux qui sont constitués d'un État fédéral, un grand ensemble avec des micro-États qu'on appelle les États fédérés, comme aux États-Unis ici. Vous avez les institutions, comme vous retrouvez dans un État comme vous qui êtes dans l'État de Texas, vous entendez souvent qu'on vous parle des institutions fédérales et puis des institutions de l'État du Texas. Donc, il y a cette complexité-là, contrairement aussi, en Afrique aussi, à certains États qui ont opté pour cette forme
de l'État comme le Nigeria, je crois l'Afrique du Sud aussi. Chez nous, au Congo, nous sommes encore un État unitaire, mais comme certains le disent, fortement décentralisé. Ça, c'est une forme d'organisation sur le plan administratif, mais le fédéralisme, c'est une forme qui repose sur le plan politique. Donc, il y a les institutions au niveau fédéral et il y a des institutions au niveau des États fédérés. Donc, quand on parle des institutions, il s'agit des institutions politiques qui sont principalement les parlements, les gouvernements et les cours et tribunaux. Donc, c'est dans cet ensemble-là qu'il faut voir comment les choses peuvent fonctionner. C'est-à-dire, les États fédérés ont une certaine autonomie dans certaines matières. Lorsque vous évoquez maintenant le problème de la suspension de la décision qui avait été prise par le président de la République, tout ce que nous voulons vous dire, c'est de comprendre que ce ne sont pas, en fait, pour le bon fonctionnement de l'État dans son ensemble, les États fonctionnent sur base de 3 piliers. Ça, vous retrouvez ça, c'est un principe qui a été fondé par Montesquieu dans son célèbre ouvrage qu'on appelle l'Esprit de loi. Et là, il dit pour que l'État puisse vivre en toute harmonie, il faut qu'il y ait la présence de 3 pouvoirs. Il y a le pouvoir législatif qui fait des lois, et il y a le pouvoir exécutif qui exécute les lois, et il y a le pouvoir judiciaire qui contrôle la régularité de l'exécution de ces lois. C'est dans ces contextes-là ou dans cette configuration qu'il faut se placer pour apprécier comment un État peut fonctionner. Donc, en réalité, le gouvernement, en agissant, le gouvernement doit agir en se reposant sur les lois. Et ces lois-là ne sont pas prises par le gouvernement, ces lois sont votées par le Parlement. Et il y a les cours et tribunaux, donc la présence du pouvoir judiciaire, qui contrôle la régularité de l'exécution par les gouvernements des lois qui sont votées par le Parlement. Ici aux États-Unis, le président Biden représente l'exécutif. Donc toutes les décisions qu'il prend, il ne les prend pas selon son bon vouloir. Il doit prendre des décisions qui soient conformes avec les lois des États-Unis, lesquelles lois sont votées par le Parlement. Donc, ici, on parle du Congrès. Il y a le Congrès, il y a le Sénat. Donc, je n'entre pas, c'est tellement complexe là-dedans. Mais j'aimerais qu'on puisse comprendre le problème de manière globale. Donc, en fait, les juges est là, le pouvoir judiciaire est là pour contrôler la régularité de l'exécution des décisions. Vous comprenez? Alors, il peut arriver que les juges sentent que la loi, comment dirais-je, la décision qui a été prise par une autorité politique ou comme une autorité administrative comme le président de la République heurte ou va à l'encontre de la loi. Alors, c'est la possibilité lui est accordée par la loi d'empêcher l'exécution, mais pas d'empêcher pour toujours. Peut-être d'empêcher pour une raison, parce qu'en droit, les décisions que les juges prennent sont assujetties à une contrainte. C'est la motivation. Il faut motiver. Et cette motivation, ce n'est pas une motivation qui sort de la volonté du juge. C'est une motivation qui doit reposer sur la loi. Les juges Est-ce que les juges ici aux États-Unis n'ont pas trop de pouvoir? Nous l'avons aussi remarqué dans l'affaire de Donald Trump, en étant à la fois candidat à la magistrature suprême de président de la République aux États-Unis d'Amérique, avait des problèmes en justice. Malgré les griefs, les 9 juges qui siègent au plus haut rang aux États-Unis d'Amérique, la majorité ont soutenu qu'il puisse rester dans la course. Est-ce qu'aux États-Unis, les juges n'ont pas un très grand pouvoir? Non, c'est à relativiser. Je ne pense pas qu'ils ont un grand pouvoir parce que cela donne l'impression comme si ils tirent ce pouvoir d'eux-mêmes ou cela part de leur propre volonté. Non, les juges ont le pouvoir en se fondant sur les lois de la République et ces lois-là sont votées par le Parlement. Donc, si les juges arrivaient quelque part à exercer les pouvoirs qui leur sont reconnus en s'opposant à une loi ou en autorisant, comme le cas que vous avez évoqué là, ils le fondent sur base des lois de la République. Ils le motivent, ils disent que voilà cette personne a été peut-être empêchée de se présenter ou bien avant de se présenter, il y a eu des doutes
sur la validité, alors la personne peut saisir les instances judiciaires parce que les instances judiciaires, celles peuvent départager. Et ces instances judiciaires-là ne répondent pas de par leur bon vouloir. Ils répondent en se fondant sur les lois de la République. Ils disent conformément à telle loi, à telle disposition, à tel alinéa, ce blocage n'est pas fondé. Voilà pourquoi nous levons la mesure ou nous autorisons. Donc, en fait, c'est une culture un peu très avancée de ce que nous appelons l'état de droit. L'état de droit a ses garants et les garants de l'état de droit, c'est à travers, en fait, ce sont les cours et tribunaux qui doivent veiller à ce que les décisions qui sont prises soient des décisions qui soient conformes par rapport à la loi. Voilà pourquoi il y a, au niveau du pouvoir judiciaire, il y a des instances. Il y a des instances inférieures où lorsque un juge peut exercer un pouvoir et que vous estimez que vous n'êtes pas d'accord, vous pouvez aller en recours devant une instance supérieure jusqu'à atteindre, comme ici aux États-Unis, au niveau de la Cour suprême de justice. Et si la Cour suprême de justice se décide, c'est vrai que les décisions de la Cour ne sont pas susceptibles de recours, mais évidemment non susceptibles de recours parce qu'il s'agit de hauts magistrats et que l'affaire a commencé quelque part et a atteint ce niveau-là. Mais les réponses que les juges donnent, loin de nous de considérer que ça dépend de leur bon vouloir. Non, ils reposent leurs réponses ou, comment dirais-je, les soubassements sont toujours les soubassements légaux. Donc les juges ne parlent pas d'eux-mêmes. Ils ne réagissent pas ou les décisions qu'ils prennent, ils les prennent selon leur bon vouloir. Ils les prennent conformément aux lois de la République. Et Maître, sans vous interrompre, est-ce que la décision du juge Baker au Texas ne servira pas de précédent auprès d'autres juridictions ou auprès d'autres juges dans d'autres États pour dire que si au Texas, on a refusé de rétablir les immigrés, par exemple, dans leurs droits sur le territoire américain, d'autres juges peuvent dire que non, nous aussi, on peut le faire. Est-ce que ça ne peut pas créer un précédent en disant que ça sert d'exemple? Si là-bas, on pouvait dire non, nous aussi, nous pouvons dire non. Je ne pense pas trop. Ce que nous devons tous noter, c'est qu'aux États-Unis, il y a des courants sur le plan politique. Il y a les républicains d'une part qui sont réputés de conservateurs et les démocrates qui sont considérés comme les progressistes. Et ils sont un peu plus ouverts au monde que les républicains qui sont beaucoup plus fermés, qui voient beaucoup plus les intérêts des États-Unis et ne regardent pas ou n'accordent pas trop d'importance aux situations d'ailleurs. Donc, vous comprenez que partant de cela, partant de cette approche républicain et démocrate, il y a aussi des États qui revêtent de cette couleur. Il y a des États qui sont des États pro-démocrates ou encore des États qui sont pro-républicains. Et ça va comme ça. Donc, vous savez que les républicains sont beaucoup plus conservateurs en matière d'immigration. Et quand vous parlez de Texas, je comprends. Parce que le Texas est un État purement où il y a la majorité. Ce sont les républicains qui dominent au Texas. Et ils sont beaucoup plus contre l'ouverture. Ils sont un peu trop regardants vis-à-vis de l'immigration. Et ça peut aller comme ça dans les États des républicains. Mais par contre, dans les États des démocrates, ça sera un peu différent. Ils sont un peu beaucoup plus ouverts. C'est ça la complexité des États-Unis où chaque État fédéré a le contrôle de ses propres lois. Et vous savez qu'aux États-Unis, pour arriver peut-être à mieux comprendre, il y a des États qui pratiquent la peine de mort et il y a des États qui ne le pratiquent pas. Mais tous ces États sont aux États-Unis. Donc, chaque État est quelque peu autonome par rapport à son droit. Vous voyez? Et si ça peut influencer, ça peut aller dans les États selon qu'ils sont démocrates ou républicains. De partout où vous nous suivez, nous sommes en connexion entre l'État du Texas à Dallas et la ville de Saint-Louis dans l'État du Missouri où nous recevons pour vous Maître Freddy Nyangwile Tumba.
De retour sur ce plateau numérique, nous recevons pour vous, depuis la ville de Saint-Louis, dans l'État du Missouri, Maître Freddy Nyangwile Tumba, le vice-ministre de la Justice, Constant Mutamba, à bras de fer ouvert avec les magistrats. Nous avons vu des ministres de la Justice, mais Constant Mutamba est en train de se démarquer par ses agissements. On pressentirait qu'il aurait affaire avec le magistrat. Est-ce que quelque part, Constant Mutamba est dans un bras de fer avec les magistrats en République démocratique du Congo? Donc, vous avez posé la question par rapport au bras de fer. Nous pensons qu'il n'y a pas vraiment bras de fer comme tel, mais il y a une situation peut-être pas comme nous les avons toujours connues dans notre pays par rapport aux différents ministres de justice qui sont passés. Et voilà, ça semble donner l'impression que les ministres de la justice en fait un peu de trop, ce qui n'est vraiment pas à apprécier dans ce sens-là. Parce que si je reviens à votre question, vous avez parlé en citant quelques situations qui peuvent révéler que les ministres seraient en affront avec les syndicats de magistrats. D'abord, j'ai dit non. Pourquoi? Parce que lui-même a une question lui posée. Le ministre de la Justice actuel, il a répondu en disant qu'il n'est pas en affront, il n'est pas contre les magistrats, mais il est contre certaines pratiques mauvaises que l'on retrouve au sein de notre appareil judiciaire. La libération des prisonniers, vous savez que pour aller en prison, dans le système judiciaire congolais, ni aucune personne ne peut se retrouver en prison. Je dis bien la prison comme la prison de Makala, comme la prison de Ndolo, pour ne parler que de ça, sans qu'il ne passe par un magistrat. Et ça ne peut passer que par un magistrat, pas par une autre autorité, que ce soit président de la République ne peut pas envoyer quelqu'un en prison, le Premier ministre ne peut pas, les policiers ne peuvent pas, un inspecteur judiciaire ne peut pas non plus. Celui qui envoie en prison, c'est le magistrat. Et il peut envoyer en prison principalement pour des raisons, en détention préventive, parce que la personne n'a pas encore été jugée, mais les faits qui sont mis à sa charge sont tels que il faut l'envoyer en prison, soit pour sécuriser la personne, soit encore pour éviter que la personne s'échappe à la justice. Deuxième volet, l'on peut se retrouver en prison parce qu'on a été jugé et condamné. Et par essence, la prison est faite pour des personnes qui sont condamnées. Mais curieusement, chez nous, vous savez, vous serez peut-être étonné, que notre prison actuellement, les statistiques révélées lorsque Mutamba, l'actuel ministre de la Justice, accédé au pouvoir, arrivé à être nommé plutôt comme ministre de la Justice, notre prison de Makala, qui a une capacité lors de sa construction de recevoir environ 1500 comme maximum de détenus, en avait plus de 15 000 détenus. Donc, vous comprenez qu'il y a déjà un problème de capacité d'accueil dans cette prison. Il y a le problème de promixité avec tout ce qui peut amener comme maladie. Mais maintenant, lorsque nous voulons nous interroger sur la qualité des personnes qui sont détenues, on se rend compte que plus de 80% des détenus sont des détenus préventifs. C'est-à-dire quoi? Des personnes que les magistrats ont envoyées en prison sans qu'ils ne soient condamnés, tout simplement parce qu'il y avait pour eux des raisons de les amener d'abord en prison. Alors que par essence, comme je l'ai dit, la prison est faite essentiellement pour les personnes qui ont été condamnées. Donc les condamnés ne représentent qu'à peine 10 à 15%. Mais maître, comment vous expliquez que 80% sont des prisonniers de manière préventive? Est-ce qu'il n'y a pas une commission? On ne peut pas dire que tous les magistrats sont véreux ou bien font mal leur travail, mais comment laisser 80% des prisonniers qui sont en détention préventive? Mais c'est ça la situation anormale. Voilà pourquoi il faut qu'il y ait quelqu'un qui parle en l'air lieu et place. Et la personne la mieux indiquée pour faire ce travail, c'est le pouvoir judiciaire lui-même. Parce que dans le pouvoir judiciaire, il y a un procureur général
qui a son siège, ses bureaux à Kinshasa. Et au niveau de chaque province, il y a un procureur général. Et en dessous de cela, il y a des procureurs après les tribunaux de grande instance et les procureurs pour les tribunaux de paix. C'est un travail qu'eux-mêmes, à partir du sommet, doivent faire parce que les procureurs généraux de la République peuvent envoyer des magistrats de temps à autre en inspection pour s'assurer des statuts des personnes qui sont en prison. Mais nous avons constaté qu'ils ne le font pas. Voilà pourquoi un ministre est arrivé et il trouve que ce n'est pas normal. Il est allé d'abord, il demande les statistiques, il veut chercher à connaître quel est le statut de toutes les personnes qui sont en prison. Parce que la prison est bondée de monde. Et là, dedans, on se rend compte que la plupart sont des détenus préventifs, ce qui est tout à fait anormal. Donc, les détenus préventifs, pour rappel, je dis, ce sont des personnes qui ont été envoyées en prison, mais qui n'ont jamais été condamnées. Mais alors, si vous les envoyez en prison, il faut les juger rapidement. Mais vous trouvez des détenus préventifs qui ont fait plus de 5 ans, plus de 10 ans. Ce qui est tout à fait anormal parce que lorsque vous envoyez quelqu'un en détention préventive, il faut veiller que dans les minutes qui suivent, cette personne soit jugée et que la justice puisse déterminer son sort. Si les faits mis à sa charge s'avèrent être prouvés, on le condamne et il reste en prison pendant un temps. Il doit connaître le temps pour lequel il est détenu et l'infraction pour laquelle il est là. Et si les faits ne sont pas fondés, on les relaxe, on les libère. Mais nous avons comme l'impression que nos magistrats étaient zélés que pour envoyer les gens en prison, mais pas pour s'occuper de leur sort en prison. Pour savoir que j'ai envoyé quelqu'un, il faut que cette personne soit jugée. Alors le ministre arrive et il constate que cette situation est assez dangereuse. Il ne va pas interférer. Il convoque une commission et cette commission est constituée de magistrats. Donc, il met les magistrats devant un fait accompli, leur demandant de justifier qui est qui. Et lorsque les magistrats n'arrivent pas à justifier le nombre important de détenus préventifs, il dit qu'il faut les libérer. Et cette commission-là fait des propositions de personnes à libérer. Et voilà, le ministre va là-bas, peut-être pour superviser. Et évidemment, sur le plan politique, il veut que les gens comprennent que c'est du fait de sa présence que ces personnes sont libérées, parce que ces personnes n'ont jamais été condamnées. Le ministre de la Justice n'a pas libéré des personnes condamnées. Ça, il libère des détenus préventifs, ça c'est d'une part. Mais d'autre part, même pour les personnes condamnées, il faut que l'on sache une seule chose. Une personne condamnée à une peine donnée, qui est purgée au moins les un quart de sa peine, est éligible à la libération conditionnelle. La libération conditionnelle veut dire quoi? Je peux donner un exemple. Vous avez été condamné à 3 ans. Non, je peux dire, vous avez été condamné, bon, prenons l'exemple le plus facile, à 10 ans. Et que vous venez de passer les 2 ans et demi, c'est-à-dire, c'est ça, les un quart en prison. En prison, là-bas, il y a des services pénitentiaires qui suivent votre attitude, votre comportement par rapport à la rééducation. Si on estime que vous vous êtes bien comporté par rapport aux activités, votre comportement en prison est bon, vous pouvez être éligible à la liberté conditionnelle. C'est-à-dire, après avoir purgé 2 ans et demi pour quelqu'un qui a été condamné à 10 ans, l'on peut vous libérer, mais c'est-à-dire, on ne met pas fin à votre condamnation de 10 ans, mais on vous envoie bénéficier des avantages de la vie en tant qu'un homme ou une femme libre. Et on vous suit pendant ces 10 ans. Si il s'avère que avant que la peine ne soit totalement commuée, vous commettez encore une infraction, on vous remet en prison pour purger la totalité de votre peine qui est de 10 ans, mais aussi on vous ajoute la peine pour l'infraction que vous avez commise pendant que vous étiez en liberté conditionnelle. Donc, vous voyez, alors ce sont ces personnes-là qui ont permis au ministre de la Justice, à travers une commission constituée de magistrats eux-mêmes mis devant un fait accompli, qui l'ont fait. Bon, je peux aussi ne pas passer silence que quelque part les magistrats se sont plaints. Mais les magistrats se sont plaints sans raison valable. Ils ont seulement compris qu'on les a exposés par rapport aux mauvaises pratiques. Je ne dis pas que tous les magistrats sont mauvais, mais une bonne partie des magistrats ne font pas leur travail correct. Le VPM de la justice, Constant Moutamba, suspendre les magistrats, les procureurs, arrêter même. Nous avons le cas de Pélé Mongo. Est-ce que, sur des questions de corruption, est-ce que lui-même, le ministre de la Justice, peut se mettre en vedette pour dire que voilà pour le cas de Pélé Mongo, j'ai fait arrêter des gens? Est-ce que vous pouvez nous expliquer?
Non, je vais vous expliquer sur ces deux cas pour nous amener tous à comprendre que les ministres n'y est pour rien. D'abord, vous parlez des cas de la suspension. Les ministres d'État chargés de la justice et des gardes des Sceaux n'ont pas un pouvoir de suspendre les magistrats et il ne l'a pas non plus fait. Ça, je vais vous m'expliquer. Vous savez, c'est que les cas les plus emblématiques que nous connaissons actuellement, c'est les cas du procureur général pour la cour d'appel de Kinshasa Gombe qui venait d'être interdit. Bon, dans les termes courants, on parle de suspension, mais dans les termes spécifiques, selon les statuts des magistrats, on parle d'interdiction. Il a été interdit, pourquoi? Parce qu'il aurait autorisé, par voie d'une réquisition d'informations, que l'on puisse déguerpir un diplomate français de sa résidence. Comme vous le savez, les diplomates sont couverts des immunités et même les locaux qu'ils utilisent dans un État donné sont couverts aussi par les immunités. Là, je vous épargne, il s'agit de la Convention de Vienne qui organise les droits diplomatiques, qui fait que ça soit ainsi. Alors, cela s'est passé, ça a créé vraiment un incident diplomatique de taille. Alors, ce n'est pas les ministres, contrairement à ce que les gens racontent, même les actes sont même publiés dans les réseaux sociaux, c'est le procureur général de la République qui a interdit son subalterne, c'est-à-dire la personne qui est sous son commandement direct et sous sa hiérarchie. Le procureur général de la République, il contrôle tous les procureurs généraux. Il y en a 27 pour toute l'étendue du territoire national congolais, à raison d'un procureur général par province, excepté la ville de Kinshasa qui connaît des parquets généraux, où il y a des procureurs généraux, l'un au parquet général de la Gombe qui a été suspendu et l'autre au parquet général de Matete. Donc, ce n'est pas les ministres qui l'ont suspendu, mais c'est le procureur général de la République, M. Firmin Vonde, qui a suspendu et qui a interdit son subalterne d'exercer. Et il l'a fait conformément au droit. Vous savez, ce que les gens doivent aussi comprendre. Il s'agit d'une interdiction ou, dans les termes courants, d'une suspension. La suspension, ce n'est pas une sanction. La suspension, c'est une mesure préventive. Autant les magistrats arrêtent les gens et les envoient en détention préventive, aussi en matière administrative, il y a des suspensions lorsque les faits sont graves. C'est-à-dire, on l'a suspendu et la suspension n'est pas une sanction, c'est une mesure préventive. C'est-à-dire que lorsqu'on l'a interdit ou on le suspend, on ouvre à sa charge un dossier disciplinaire. Et ce dossier disciplinaire-là est géré par la chambre disciplinaire du Conseil supérieur des magistrats. Donc, là-dedans, ne siègent que les magistrats, les ministres ne siègent pas là-bas. On va l'écouter, il va user de son droit de défense. Les syndicats des magistrats peuvent aussi l'accompagner pour s'assurer que son droit de défense est exercé dans les meilleures conditions. Et c'est à l'issue de l'ouverture de cette action disciplinaire qui est présidée, organisée par les magistrats, donc les pairs des magistrats suspendus, que la sanction pourra être proposée. Comprenez, la sanction pourra être proposée en ce moment, parce que jusque-là, il n'est que interdit, il n'est que suspendu et soumis à l'ouverture d'une action disciplinaire pour laquelle il doit se défendre. Et s'il se défend bien et que les faits ne sont pas fondés, il sera réhabilité. Mais si les faits mis à sa charge sont fondés, dans ces cas, viendra la sanction. Donc, ce n'est pas le ministre de la Justice qui l'a sanctionné. Pour aller maintenant dans le cas de Pélémon, il dit que, vous-même vous le dites bien, je tire cela de vos mots, j'ai fait arrêter. C'est-à-dire, il ne dit pas j'ai arrêté Pélémon, j'ai fait arrêter un monsieur qui a tenté de me corrompre dans mon bureau. Et pour la petite histoire, moi je n'ai pas le dossier en présence de moi, mais je suis un peu les réseaux et puis les médias par rapport à ces dossiers-là. Il s'agit d'une créance importante que M. Pélémon aurait sur le dos de l'ONATRA. M. Katende, vous êtes journaliste. M. Pélémon, vous et moi, nous ne savons pas qu'est-ce qu'il fait comme travail dans notre République. Bon, peut-être on peut nous dire c'est un homme d'affaires, mais il a une créance sur l'ONATRA de l'ordre de 43 millions de dollars. Voyez-vous vraiment ces messieurs-là, qu'est-ce qu'il aurait donné à l'ONATRA, qu'est-ce qu'il aurait vendu à l'ONATRA pour qu'on en arrive là? Et lorsqu'on remonte, lorsque le ministre lui dit il faut me démontrer d'où est partie cette créance. On dit que c'était une créance, peut-être il livrait certains biens à l'ONATRA
et que ça faisait un total de 2 millions. Bon, même 2 millions, c'est quand même assez énorme. Mais ces 2 millions, lui, ont été payés. Mais comment on atteint 2 millions de dollars de créances, maître? Mais c'est là la question que nous nous posons. Et moi, j'ai fait une étude sur le marché public. C'est ça ma spécialité dans DEA. Les marchés publics, c'est en fait les établissements publics, les entreprises publiques comme l'État, lorsqu'il veut se procurer certains biens, il organise les marchés publics pour sélectionner la personne qui peut mieux lui offrir les services ou bien les biens dont il a besoin. Alors, les dirigeants de nos entreprises, les dirigeants de l'État congolais, pour la plupart des cas, ils les évitent d'organiser les marchés publics. Ils font passer les marchés de gré à gré. C'est-à-dire qu'ils trouvent des personnes à qui peuvent fournir les biens pour le compte, dans les cas d'espèces de l'ONATRA, des entreprises, des établissements, comme même des ministères. Et ces personnes-là, pour un achat, par exemple, de 10 000 $, ils facturent l'État peut-être même dans les 500 000, 100 000. Et cela s'est fait en connivence avec les dirigeants de ces sociétés. Ils touchent des commissions, ils acceptent ces montants-là. Et alors maintenant, quand il faut payer, ça pose problème. Mais maintenant, pour le cas d'espèce, lui a été payé et il dit que l'argent qui lui a été payé, les 2 millions, soi-disant, ont été payés dans un mauvais compte. Vous comprenez? Est-ce que c'est normal? A été payé dans un mauvais compte. Il va réclamer à nouveau cet argent. Et comme l'ONATRA n'était pas à mesure de payer ou c'est justifié en disant que vous avez déjà reçu paiement, il va saisir la justice pour dire que l'ONATRA, il détiendrait une créance sur l'ONATRA et pour lequel on ne veut pas lui. Ni à l'ONATRA, nous n'avons pas la présence de conseillers juridiques, ni au niveau de la justice, il n'y a pas de personnes lucides pour pouvoir remonter la pente pour dire que est-ce que les allégations sont vraies ou fausses? Est-ce que cette prétendue créance due à l'ONATRA à un individu de l'ordre de 40 millions, personne ne peut vérifier cela? Non, je vous dis qu'il y a des personnes qui peuvent vérifier, raison pour laquelle à l'ONATRA, il y a une résistance, ça c'est d'une part. Mais au-delà de tout le contour de tout, c'est la haute mafia. Vous comprenez, c'est la mafia. Et il va saisir la justice contre l'ONATRA et cette justice va faire partie d'une créance de 2 543 000 $. Je ne sais pas si ça a un sens. Vous savez que même lorsque vous avez une créance contre une personne ou contre une institution et que vous saisissez la justice parce qu'il y a un paiement, parce que la personne refuse de vous payer, les intérêts que vous pouvez postuler sont réglementés. Quand la créance est civile, les intérêts ne peuvent pas dépasser 6% là. Quand la créance est commerciale, c'est 8% là. Alors, vous pouvez nous justifier comment l'on peut partir des 2 millions pour atterrir à 43 millions. Vous comprenez que c'est de la haute mafia entre ces opérateurs économiques et la justice. Vous comprenez? C'est en ce moment-là que le ministre a voulu un peu décourager ces gens-là lorsque on n'arrive pas à démontrer la régularité et on tente en même temps d'amener les ministres à entrer dans les délais parce que la démarche de cet opérateur économique, c'était d'amener les ministres à intervenir. S'il est allé dans le cabinet du ministre, c'était pour solliciter le concours du ministre d'intervenir pour que lui soit payé. Et vous savez qu'en pareille circonstance, c'est dire aussi au ministre que si vous m'aidez à recouvrer cet argent, voilà ce que moi je peux vous donner. Et c'est ce qu'on a assemblé dire que c'est une tentative de corruption. Et face à cette situation, qu'est-ce que le ministre a fait? Le ministre n'a pas arrêté. Le ministre a appelé l'équipe des droits, les magistrats, les procureurs généraux. Qui peut faire ce travail? Le procureur général est venu, on l'a pris, on l'a amené dans l'office, on l'a interrogé parce qu'il y a ce qu'on appelle, en matière d'infraction, il y a aussi ce qu'on appelle la flagrance. La flagrance, c'est lorsque l'infraction est en train de se commettre ou tente de se commettre. C'est le cas. On l'a pris. Ce n'est pas du cabinet du ministre qu'il est allé en prison. Du cabinet du ministre, il est allé à l'office d'un magistrat qui l'a entendu sur procès verbal et ses moyens de défense n'étant pas convaincants, on l'a envoyé en prison en détention préventive et nous attendons maintenant rapidement qu'il soit jugé pour que si les faits sont fondés, qu'il soit condamné et si les faits ne sont pas fondés, qu'il soit relaxé. De partout où vous nous suivez, nous sommes en connexion entre la ville de Saint-Louis dans l'État du Missouri et l'État du Texas à Dallas où nous recevons pour vous Maître Freddy Toumba Nyangwile.
De retour sur ce plateau numérique, nous recevons pour vous Maître Freddy Toumba Nyangwile, qui est avocat et ainsi chef de travaux à l'université de Kinshasa. Tenant compte du rapport Mapping, tenant compte des accusations des Nations Unies, tenant compte des rapports des États-Unis d'Amérique, est-ce que la démarche de la République démocratique du Congo par son ministre de la Justice de porter plainte contre le Rwanda est une idée réaliste? Est-ce qu'elle va aboutir face au Rwanda? Maître Freddy Toumba. Nous disons ceci, vous savez, lorsque la loi, qu'elle soit interne ou qu'elle soit internationale, est organisée de telle sorte que lorsqu'il y a un incident entre des individus, selon qu'il s'agit de faits qui soient civils ou qu'ils soient à caractère pénal, en fait, si les faits sont civils, on peut se mettre autour d'une table, on s'entend, et si on ne s'entend pas, on va aller se présenter devant les juges. Et si les faits sont pénaux, tels qu'il y a des exactions, il y a la mort d'homme, ainsi de suite, le procureur peut se saisir de lui-même. Vous comprenez, pour sanctionner ce genre de comportement. Et sur le plan international, nous avons ce que nous appelons la Cour pénale internationale. Malheureusement, jusqu'à ce que je sache, le Rwanda n'est pas membre de la Cour pénale internationale, c'est-à-dire ne reconnaît pas la compétence de la Cour pénale internationale, donc il devient un peu difficile qu'il soit jugé à ce niveau-là. Mais nous pensons qu'on a assez parlé du Rwanda par rapport aux exactions. Il y a même actuellement, selon les informations à notre possession, les troupes rwandaises qui opèrent et qui sévissent dans la partie est de notre pays. Et cette affaire est partie depuis les années 1900, dirais-je, 94, jusqu'à ce jour, pratiquement 30 ans jour pour jour, où la communauté internationale, face au génocide rwandais, où les Rwandais s'entretuaient entre eux, ils ont demandé à la République démocratique du Congo d'ouvrir les frontières pour sauver les mœurs. Or, c'était, je ne sais pas, une sorte de piège. Notre bonne volonté à ouvrir les frontières pour sauver les Rwandais qui étaient menacés de mort chez eux nous amène à payer les prix, les lourds tribus jusqu'à maintenant. Mais on les déplore. Nous nous battons sur le plan des fronts. Mais la bataille, là, ne peut pas se terminer seulement comme cela. Donc, il y a plusieurs fronts. Les fronts, c'est-à-dire, nous avons les militaires au fond qui se battent. Et de l'autre côté, nous avons les fronts diplomatiques avec tout ce que vous savez, les accords de Nairobi, la feuille de route de Luanda. Ça, c'est sur le plan de la diplomatie qui est pilotée par la ministre des Affaires étrangères et coopération internationale, mais aussi sur le plan des droits. Il y a un autre front que nous pouvons utiliser et que je déplore, que je regrette même pourquoi on ne l'a pas utilisé. Je donne là l'exemple. Vous savez que les troupes rwandaises et ougandaises se sont battues chez nous, je crois, en 1998. Ils se sont battus à Kisangani. Vous vous rappelez les Génocos qui a été organisé tout récemment au mois de... ce même mois au début.
à Kisangani. Mais la République démocratique du Congo est allée saisir la Cour pénale internationale contre et le Rwanda et l'Ouganda. Bon, le Rwanda a posé le problème de compétences comme toujours, mais l'Ouganda a été condamné et l'Ouganda paye. Vous vous imaginez si on avait croisé les bras sans que l'État, en son temps, ne puisse saisir la Cour pénale internationale, on n'aurait pas eu cette condamnation. Maintenant que l'Ouganda a été condamné, l'argent qu'il déverse à l'État congolais peut aider l'État pour indemniser toutes ces victimes parce qu'elles ont droit à être indemnisées. Il y a des personnes qui ont des pieds coupés, des mains coupées, des personnes qui sont restées avec des lésions, des traumatismes, et tous ces dommages doivent être réparés. Et nous encourageons aujourd'hui que on peut minimiser, on peut croire que c'est rien, mais c'est un début de quelque chose. Donc, autant on se bat sur le front diplomatique, on se bat au front là-bas physiquement avec notre armée, nous pouvons aussi utiliser un front qui est très important, le front judiciaire, qui peut amener ces instances-là à convoquer le Rwanda, à écouter le Rwanda et évidemment à condamner le Rwanda. Ça sera quelque chose de matériel parce que s'il y a une condamnation, on peut en ce moment-là contraindre le Rwanda à payer et avec l'argent payé, on peut voir dans la mesure du possible comment ne serait-ce que réparer avec des personnes qui ont subi. Et vous savez qu'il y a des morts, nous déplorons tout le jour les morts du côté des Congolais causées par l'armée rwandaise qui se retrouve sur notre territoire. Donc nous pensons qu'il faut encourager de telles initiatives. On ne perd rien. Autant on se bat avec notre armée et les services de sécurité au fond, autant qu'on est actif sur le plan de la diplomatie, nous ne pouvons pas négliger l'aspect ou bien le front judiciaire qui est un front très important qui peut arriver à des condamnations pour des réparations de manière en reposant notre action sur le droit international. Est-ce que ce n'est pas une preuve de faiblesse devant le Rwanda à chaque fois d'attenter à des démarches tendant à se plaindre, tendant à éluder la vraie question, la défense du territoire national par l'armée congolaise? Non, je ne pense pas que c'est une faiblesse. Nous devons arriver à dire ceci. Il y a ceci. Vous savez, les questions ayant trait à la paix et à la sécurité internationale, ce sont des questions qui échappent à la compétence des États. C'est pour cela que les Nations Unies ont été créées. Comprenez, nous sommes partis après la Première Guerre mondiale, on a créé la Société des Nations pour éviter qu'il y ait des affres, des guerres, que les États puissent s'entretuer. On a créé la Société des Nations. Avec la faiblesse de la Société des Nations, il y a eu la Deuxième Guerre mondiale. Et après la Deuxième Guerre mondiale, les États se sont mis d'accord que plus jamais on peut assister encore à des situations pareilles, à des guerres. Évitons cela. Créons maintenant des Nations Unies, l'Organisation des Nations Unies, l'ONU qui a son siège à New York, ici aux États-Unis. Donc, toutes les questions qui ont trait à la paix et à la sécurité, qui mettent des États, plusieurs États en contentieux, c'est une mission qui, selon le chapitre 7 de la Charte des Nations Unies, qui revient aux Nations Unies. Donc, c'est principalement aux Nations Unies, comme c'est un conflit international, d'aider la République démocratique du Congo pour sortir. Mais nous avons constaté la légèreté avec laquelle la communauté internationale, même la MONUSCO qui est partie MONUC, aujourd'hui devenue MONUSCO, qui a fait plus d'une génération sur le sol congolais, ne donne toujours pas de résultats escomptés. C'est alors qu'on parle qu'il y aurait un complot, c'est-à-dire que le Rwanda n'est qu'une main visible, mais derrière le Rwanda, il y a une main noire. Et cette main noire, c'est la communauté internationale elle-même, nous n'avons pas peur de le dire. Et c'est comme cela que la République se bat. En réalité, c'est une mission, c'est aux Nations Unies de le faire pour amener la paix. Mais comme les Nations Unies ne le font pas, nous aussi, nous ne pouvons pas baisser les bras. C'est ainsi que le gouvernement congolais se bat avec son armée comme en légitime défense. C'est une sorte de légitime défense. On ne peut pas se laisser mater. Mais évidemment, nous devons connaître la faiblesse que nous avons connue dans notre armée. Le Rwanda nous a infiltrés comment? Vous savez, on a parlé des brassages. Chaque fois qu'il y avait des petites guerres qu'ils organisaient, c'est les points de chute, c'était quoi? Les brassages, l'intégration, les mixages. Et cette situation a permis aux militaires rwandais de venir, d'intégrer notre armée et de diriger même notre armée.
Et maintenant, le travail à faire, c'est le travail de désintégrer, c'est-à-dire de faire sortir ces mauvais éléments-là et pour avoir une armée forte. Ça prend le temps que ça peut prendre, mais on ne baisse pas les bras. Le peuple congolais est devant la morale et au zénith pour que nous puissions bouter l'ennemi dehors. Ça prend le temps que ça va prendre, mais comme nous disons en dernier lieu, rappelez-vous de la prédication de pasteur Ekofo qui avait dit, même si vous marchez sur le Congo, même si vous faites tout ce que vous pouvez faire, sachez-le que même la plus petite portion que vous allez gagner, nos enfants, les enfants de nos enfants vont les récupérer. Et mais ici, nous ne parlons pas seulement de nos enfants, nous pensons qu'avec notre armée, nous allons récupérer avec l'armée, avec la détermination du peuple congolais, nous finirons par bouter dehors cet ennemi rwandais qui est avec son armée RDF en train de commettre des exactions sur notre territoire. Donc il ne s'agit pas d'une faiblesse, c'est que sur le plan international, tout ce qui est guerre, il y a des règles de jeu. Et la République démocratique a des même quelque peu liés en principe, ce n'était pas à la République. La présence, les Nations Unies devraient le faire, l'OIA devrait le faire. Nous, tout ce que nous pouvons faire, c'est de la légitime défense. C'est ce que l'armée est en train de faire, mais nous avons besoin d'une armée forte. Et cependant, malheureusement, notre armée avait été infiltrée par la présence des éléments rwandais qui l'ont dirigée. Donc, on n'avait presque pas une armée. Là, nous sommes en train et à la fois de vouloir créer une armée et à la fois de se battre. Si nous n'arrivons pas à trop gagner, c'est le problème des renseignements. Donc, nous avons une difficulté parce qu'au sein de notre armée, nous avons des infiltrés, des personnes qui communiquent. Vous pensez qu'ils sont avec vous, qu'ils travaillent pour le compte de l'armée congolaise, mais alors qu'ils travaillent pour le compte de l'armée rwandaise. Et pour le faire partir tous, ces personnes sont couvertes aussi de droits. Il faut de la démarche, il faut attraper ces personnes-là, la main dans les sacs, pour arriver à les extirper, à les sortir de l'armée, c'est-à-dire à les arrêter, à les juger et même à les condamner. Et ça prend le temps parce qu'on ne sait pas qui est l'infiltré, qui communique. Il faut un travail. Voilà pourquoi nous appelons le peuple congolais, même surtout au sein de l'armée, à l'élan du patriotisme pour dénoncer tous les mauvais éléments qu'il y a dans l'armée, comme en dehors de l'armée. Parce qu'il y a aussi nos frères congolais qui coopèrent, même des civils qui coopèrent avec ces rebelles-là, qui vont acheter des produits. Combien de fois on n'a pas arrêté des personnes avec des motos qui achètent des produits pharmaceutiques pour aller vendre, ou bien aller vendre aux rebelles pour leur donner une sorte d'appui, pas même des rebelles de forces étrangères. Donc il faut une sorte de patriotisme dans les chefs du Congolais pour que, comme un seul homme, nous puissions nous lever et bouter dehors l'ennemi rwandais. De partout où nous suivez, nous sommes en connexion entre la ville de Saint-Louis aux États-Unis d'Amérique, plus précisément à Missouri, et Dallas, dans l'État du Texas, où nous recevons pour vous Maître Freddy Nyangwile Toumba. De retour sur ce plateau numérique en connexion entre l'État du Missouri et du Texas, nous recevons pour vous Maître Freddy Nyangwile Toumba. Maître, parlons de la situation internationale, notamment de la démocratie. La France, qui est considérée comme ce berceau de la démocratie, Emmanuel Macron refuse d'entériner par la nomination
d'un Premier ministre issu du parti le mieux voté lors des élections législatives. Oui, ça, c'est quelque part un recul de la démocratie par rapport aux textes qui régissent la situation où l'État français actuellement. Mais aussi, cela nous amène à nous interroger ou à comprendre que les choses doivent évoluer. On doit s'adapter par rapport au courant actuel. Il faut revoir les lois, il faut revoir pas mal de choses. Pour rappel, la France, c'est vraiment un exemple du régime qu'on appelle semi-présidentiel parce en droit constitutionnel, généralement, il y a trois régimes. Il y a soit le régime, il est soit présidentiel, avec la prédominance du président de la République comme aux États-Unis. Le régime peut être parlementaire, donc la prédominance du Parlement comme institution top, comme il en est des cas en Grande-Bretagne, qui sert de modèle. Et le régime peut être semi-présidentiel. Et le régime semi-présidentiel, c'est le régime qui connaît la symbiose entre les parlements et en fait les parlements et le gouvernement ou l'exécutif. Alors, ces régimes semi-présidentiels, c'est les régimes que nous, en République démocratique du Congo, nous appliquons. Et c'est ces régimes semi-présidentiels, il permet, lorsque le président est élu au suffrage universel, que les chefs du gouvernement, parce que c'est un exécutif qu'on appelle exécutif bicéphale, avec un chef de l'exécutif qui est le président de la République et le chef du gouvernement qui est le Premier ministre. Donc, la politique de la République est menée par le Premier ministre qui est le chef du gouvernement. Alors, ce chef du gouvernement, lui, est ici de la majorité. Donc, il est nommé par le président de la République, mais au sein de la majorité parlementaire. D'où, pour ceux qui se rappellent le passé récent de la République démocratique du Congo, nous avons mis trop de temps, alors que comme il n'y avait aucun parti qui avait la majorité au Parlement, la majorité revenait à l'Union sacrée. Et vous avez vu toutes ces tractations qu'il y avait pour arriver à nommer le Premier ministre, parce que c'est le Parlement qui donne en fait au président de la République la personne qu'il faille nommer ou encore, à tout le moins, nommer au sein de cette majorité. Et la difficulté qu'il y a dans ces pays où l'on applique les régimes semi-présidentiels, c'est lorsque le président de la République n'est pas dans la même obédience que la majorité parlementaire. Il se pose problème parce que tout en étant chef de l'exécutif, président de la République, c'est lui qui a été élu au suffrage universel sur base d'un programme, mais il verra quelqu'un peut-être de l'opposition qui n'est pas de son obédience être les pivots de l'action gouvernementale. Donc, qui peut facilement l'amener à l'échec ou à la difficulté de gestion. Voilà. Est-ce que les États africains, souvent détracteurs du régime français, ne se frottent pas les mains? Mais nous sommes tous en train d'assister, et même nous les Congolais, nous sommes en train d'assister pour dire que notre exemple, la France, qui est notre modèle d'inspiration sur le plan politique, est en train de souffrir, est en train d'étaler sur la place publique ses limites. Donc nous aussi, on peut non pas seulement se réjouir, mais tirer les leçons pour comprendre qu'on ne peut pas rester cloisonné. Il y a lieu d'adapter nos régimes, d'adapter nos lois, d'adapter notre constitution pour faire des régimes qui soient conformes à nos us et coutumes, qui soient conformes à la volonté. Et on aura moins de problèmes que de copier les modèles français qui commencent aussi à montrer ses propres limites. De partout où vous nous suivez, nous prenons la dernière ligne droite de nos échanges dans ce magazine en connexion entre l'État du Missouri et l'État du Texas, où nous recevons pour vous Maître Nyangwile Tumba.
C'est déjà la dernière ligne droite de nos échanges entre Maître Freddy Nyangwile Tumba dans l'État du Missouri et nous, ici de l'autre côté, dans l'État du Texas, où nous sommes en train de parler de l'actualité à travers le monde. Maître Freddy Nyangwile Tumba, c'est déjà la dernière ligne droite de nos échanges. Nous savons aussi que vous œuvrez depuis quelques années dans le domaine socio-humanitaire en République démocratique du Congo en apportant de l'aide aux familles démunies, surtout dans les questions de l'éducation des enfants des familles démunies à travers votre structure fondation Louis-Emmanuel Nyangwile, le nom de votre fils que nous avons en mémoire. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire de votre structure et comment s'est passée votre aide auprès des familles démunies pour la rentrée scolaire de leurs enfants à Kinshasa, en République démocratique du Congo? Merci pour la question. Pour la petite histoire, c'est que nous avons perdu pratiquement le 17 mai année 2008 notre fils qui s'appelait Louis-Emmanuel Nyangwile, ici aux États-Unis. Et ce qui n'a pas été facile, c'était les moments les plus difficiles de notre vie en famille. Mais aussi, nous nous sommes posé la question, au lieu de porter seulement cette douleur, mais qu'est-ce que nous ne pouvons pas faire par rapport à certains jeunes enfants qui auraient peut-être le même âge que lui, Emmanuel, qui nous a quittés à l'âge pratiquement de 10 ans. Si on pouvait faire quelque chose pour encourager les enfants, du coup, nous avons pensé à créer une sorte d'organisation en termes d'une ASBL dénommée Fondation Louis-Emmanuel Nyangwile. Et là-dedans, nous encourageons les jeunes enfants à aller à l'école qui ont peut-être des difficultés. Mais à un certain moment, après une certaine expérience, nous avons compris qu'il faut beaucoup plus soutenir des orphelins en situation difficile. C'est comme cela que nous avons commencé à supporter un peu le frais, mais avec la politique de la gratuité de l'enseignement qui est venue s'installer lorsque le président Félix a eu le pouvoir, nous avons compris qu'il fallait élargir un peu les cercles parce que quand on payait les frais, c'était un peu plus important par enfant. C'est comme cela que nous avons conseillé les parents d'aller inscrire leurs enfants dans les écoles officielles. Et comme ça, les paix qu'on peut avoir, on pourrait redistribuer à plusieurs enfants. Comme ça, on va élargir un peu notre assiette. C'est ce que nous faisons depuis un certain temps, où nous soutenons les enfants, principalement des orphelins. Bon, pas orphelins seulement, il y en a qui sont des orphelins de père et de mère, mais il y a aussi souvent des orphelins de pères qui sont restés entre les mains de leur mère qui sont veuves. Et nous venons en appui pour aider ces enfants à avoir une rentrée scolaire digne. Et puis après, on voit au courant de l'année s'il y a nécessité de faire quelque chose, pas forcément s'il y a nécessité de faire quelque chose, mais si nous avons le moyen de les épauler et nous le faisons. Bon, malheureusement, nous le faisons aussi avec le moyen de bord. Hein. Nous n'avons pas un soutien, c'est quelque chose que nous faisons en famille. Et nous avons une structure au niveau de Kinshasa qui existe, des personnes qui nous aident, qui s'occupent de cela. Et nous avons un groupe WhatsApp où nous sommes ensemble avec les parents de ces enfants, où nous échangeons, nous partageons les idées. Et voilà, quoi, c'est ce que nous faisons, comme nous venons de le faire pour la rentrée qui aura lieu. Nous avons intervenu pour donner une cagnotte dont je me réserve de dire le montant qui peut permettre aux parents, selon le nombre d'enfants, de pouvoir acheter des fournitures qui pourraient permettre à ces enfants d'aller à l'école et d'étudier de manière plus ou moins digne. C'est ce que nous faisons et si Dieu nous bénit et que nous avons encore beaucoup plus de moyens, nous allons élargir l'assiette et au besoin, pourquoi pas un jour créer un orphelinat, créer une école qui va recevoir ces catégories d'enfants. C'est toujours dans le projet et nous pensons qu'avec l'aide de Dieu, si les moyens sont là, on va le faire. Maître Freddy Nyangwile Tumba, un grand merci d'avoir répondu à notre invitation de ce programme depuis l'État du Texas. Vous êtes à Saint-Louis dans l'État du Missouri.
C'est moi qui vous remercie et en même temps vous encourage par rapport à ce travail combien excellent que vous êtes en train de faire. Moi-même, je suis votre téléspectateur. Je suis la plupart de vos émissions, vos Oh, publications. merci. Alors, nous vous disons grand merci pour cette pierre que vous apportez à l'édifice. Vous savez, vous êtes aux États-Unis, mais vous avez vos regards tournés vers le pays. Vous encouragez, vous faites des émissions, vous écrivez. Et vraiment, et des fois, vous nous associez. Nous ne pouvons que vous dire merci et vous encourager par rapport au travail que vous faites. Un grand merci, Maître Freddy Nyangoulé Toumba. OK, c'est moi qui vous remercie. Vous êtes à Kinshasa, vous êtes en République démocratique du Congo, vous avez des difficultés par rapport à des questions sociales, nous n'avons pas assez d'argent, vous pouvez seulement nous écrire sur ce numéro qui apparaît au-dessus de votre écran ou dans n'importe quelle structure que vous êtes en train de nous suivre, vous nous écrivez Lisungi et vous nous dites votre problème par rapport à la rentrée, ainsi de suite. Avec les partenaires, on va s'arranger pour pouvoir vous aider. Bisika nyonso ozali na République démocratique du Congo, oza na besoin basunga opona mwana zonga classe ba aider biso nyonso na ba partenaire na biso aux États-Unis na bisika musu na mokili. Okozwa kaka numéro mon likolo ya WhatsApp okomeli biso Lisungi olobi problème na yo kokoma kobenga te parce que so obengi ozwa mutu te okomi Lisungi na yo na ba moyen o baza nango awa ba partenaire na biso tokotala ndenge nini kosunga pour la rentrée scolaire P Maramususu Etali Ibota. De partout où vous nous avez suivis, restez branchés à nos programmes. Que Dieu vous bénisse. À la prochaine. Ciao.